Bonjour Annie Genevard. Bonjour. On va évoquer tout de suite vos sujets sur l'agriculture, mais d'abord un mot de la situation internationale qui inquiète forcément les Français. Ce week-end, Israël a attaqué l'Iran. L'Iran commençait à représenter de votre point de vue un réel danger, je pense notamment à son programme nucléaire. Évidemment, et d'ailleurs c'est un danger sur lequel la France alerte depuis longtemps. Il y a un danger majeur à un enrichissement massif de l'uranium. L'Iran est toute proche de disposer de la bombe atomique. Et donc, comme l'a dit le président de la République, on ne peut pas vivre dans un monde où l'Iran posséderait la bombe atomique. Il en va de la sécurité, non seulement d'Israël, qui a le droit de se protéger, d'assurer sa sécurité, mais de l'ensemble du monde. Donc, aujourd'hui, la France appelle à un retour au calme, à la reprise du dialogue et des négociations pour éviter un embrasement régional qui peut avoir des conséquences absolument catastrophiques. On a le sentiment que Benyamin Netanyahou, donc le Premier ministre israélien, est en train de décapiter le renseignement iranien, l'armée, les scientifiques. C'est le bon calcul, cette guerre préventive ? En tout cas, il est clair qu'Israël doit lutter pour sa sécurité. L'objectif de l'Iran étant de porter atteinte à l'existence même d'Israël. Donc il y a un enjeu qui est existentiel pour Israël, mais néanmoins, on le voit bien, un risque d'embrasement, de déstabilisation. Et c'est la raison pour laquelle la France, soucieuse de la sécurité d'abord de ses ressortissants et de ses agents, est en même temps soucieux de voir rétabli une forme de dialogue et de désescalade, parce qu'on ne sait pas jusqu'où peut aller ce conflit. Vous parlez de désescalade. Est-ce que l'objectif politique, c'est l'effondrement du régime ? En tout cas, la France n'a pas participé activement aux opérations israéliennes. Elle n'a pas été sollicitée. Il est clair que le jour où l'Iran retrouvera un fonctionnement démocratique, le jour où l'Iran respectera le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes, le jour où l'Iran offrira à sa population davantage de démocratie, sera un beau jour pour les Iraniens. Mais voilà, ça c'est l'affaire de l'autodétermination des peuples. La future PAC, politique agricole commune, entrera en vigueur en 2027. On sait que les discussions ont déjà commencé. On sait aussi que l'Union européenne veut monter en puissance sur la défense. Est-ce que ça veut dire qu'à ce stade, il y a une menace sur le budget de la PAC ? Il faut sauver la PAC. La PAC aujourd'hui, objectivement, est menacée par les objectifs de la Commission. D'abord, sauver la PAC, ça veut dire un budget à la mesure des enjeux. Et ça, vous en êtes assuré, ou c'est quelque chose que vous êtes en train de négocier de pied ferme en ce moment ? Alors, on va voir les propositions de la Commission. Elles vont arriver avant l'été. Et puis s'engagera une longue phase de discussion et de négociation. C'est toujours comme ça que les choses se passent. Mais l'autre menace sur la PAC, c'est le risque de renationalisation des crédits de la PAC, ce qui tuerait finalement une des politiques les plus emblématiques de l'Union européenne, qui est la politique agricole commune. Il faut garder une dimension commune, sinon chaque État aidera son agriculture à la mesure de ses moyens et on perdra cette dynamique agricole qui fait la force du continent. Donc oui, il faut sauver la PAC. Aujourd'hui, il y a objectivement des menaces avec les projets de la Commission. Et nous sommes 20 pays sur 27 à nous opposer à ces orientations. Il y a aujourd'hui toujours posé sur la table le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Le Mercosur, c'est l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay. Vous y êtes opposé, comme la France depuis très longtemps. Mais la plupart des pays européens y sont favorables, notamment l'Allemagne, qui plaide pour une ratification rapide. Est-ce que la France, elle a vraiment raison contre tous ? Alors, notre objectif, c'est de protéger nos agriculteurs. D'ailleurs, le président de la République l'a dit au président Lula lorsqu'il est venu en visite d'État tout récemment. L'idée n'est pas de s'opposer aux accords de libre-échange. La France commerce avec le monde et c'est sa force. Mais il faut des accords qui soient équitables. Or, aujourd'hui, rendez-vous compte
Le Brésil a été capable d'introduire dans ce projet d'accord une clause de sauvegarde pour son industrie automobile et nous ne le demanderions pas pour nos produits agricoles. Donc ça n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle le président de la République a dit très clairement pas d'opposition de principe à un accord, à condition de l'ouverture, sous la condition de l'ouverture d'un protocole additionnel qui permette des clauses de sauvegarde, des clauses miroirs solides. On a le devoir de ne pas soumettre nos agriculteurs à une concurrence déloyale. Il faut protéger notre agriculture, tous nos agriculteurs, tout en s'ouvrant naturellement au commerce international. En attendant, est-ce que vous pensez arriver à constituer une minorité de blocage, c'est-à-dire au moins 4 États qui représentent plus de 35% de la population de l'Union européenne et si oui, avec qui? Parce qu'on a le sentiment que la France est quand même un peu isolée. Moi, je me bats sans relâche, je multiplie les bilatérales et les voyages dans les capitales étrangères. Et ce que je constate, c'est que beaucoup de pays partagent les inquiétudes de la France et sont prêts soit à s'opposer, soit à s'abstenir. Donc à date, je dis bien à date, il n'y a pas de majorité d'adoption du traité et la minorité de blocage n'est pas loin. Donc je pense que c'est c'est un levier. Il y a l'Autriche, il y a la Hongrie, il y a la Pologne. Beaucoup de pays font état de leurs réserves, qu'il s'agisse de l'Irlande, de la Grèce. Et vous avez atteint les fameux 35% de la population de l'Union européenne? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut dire à la Commission, voilà, il y a un sujet d'inquiétude qui est légitime, qui est la protection de nos filières agricoles. Il n'y a pas d'opposition de principe à un accord, mais il y a la demande exigeante de protéger par des clauses de sauvegarde robustes, solides, nos filières agricoles qui sont objectivement menacées, qui risquent d'être déstabilisées par ce projet d'accord. Semaine cruciale qui s'ouvre, encore une pour François Bayrou. Demain, il devrait y avoir les conclusions sur le conclave des retraites. Est-ce que vous pensez qu'un accord est possible ? Nous verrons bien. Des hypothèses sont sur la table sur la meilleure prise en compte de la retraite des femmes, de la pénibilité. En tout cas, le Premier ministre a fait le pari du dialogue social, qui n'est jamais un mauvais pari. Et moi, je salue tous ceux qui sont restés autour de la table pour continuer ce dialogue social. Nous verrons bien ce qu'il en ressortira. François Bayrou va présenter les grandes lignes de son budget vers la mi-juillet, soit après la session extraordinaire au Parlement. C'est pour éviter toute censure possible, pour passer l'été ? Je pense que ça n'est pas un calcul de cette nature qui motive le calendrier. Mais il ne faut pas que nous nous retrouvions dans la même situation que l'an dernier, où il y a eu toute cette période d'attentisme avant qu'on présente le budget et puis qui a conduit à la censure. Donc là, le Premier ministre a choisi d'anticiper le dialogue. Chaque ministre va rencontrer notre homologue ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, pour voir quels sont les domaines dans lesquels des économies pourraient être faites. On sait que si on ne fait rien, la France risque véritablement très gros. La crise financière serait calamiteuse pour tout le monde. Donc il faut qu'on trouve des économies de fonctionnement de notre État qui est beaucoup trop dépensier. Et c'est le travail que nous allons faire là jusqu'à l'été. Un tout dernier mot sur Nicolas Sarkozy. On l'a appris ce week-end. Il a été exclu de la Légion d'honneur après sa condamnation définitive dans l'affaire des écoutes. C'est le deuxième chef d'État après le maréchal Pétain à perdre cette distinction. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Vous dites c'est mérité, c'est comme ça ou c'est regrettable ? Le signe est terrible. Je trouve que le signe est terrible et je suis profondément triste pour Nicolas Sarkozy, dont... Son fils a eu des mots très touchants hier pour évoquer le courage de son père lorsqu'il a choisi de s'affronter à ce preneur d'otages qui menaçait des enfants. À Neuilly, c'était à l'époque où il était maire de Neuilly. Exactement. Donc moi, je suis triste de la décision qui a été prise. Je ne la commande pas puisqu'elle est... le fait d'une autorité indépendante, la grande chancellerie de la Légion d'honneur, mais profondément triste pour lui. Et je trouve injuste que pour un homme qui a consacré sa vie à l'intérêt public, à la France, d'avoir
d'avoir à supporter cette décision infamante pour lui et sans doute largement imméritée. Mais voilà. Merci beaucoup, Annie Genevard. Bonne journée à vous. Merci.